Avec mon invité aujourd'hui, on va parler de favoriser les logiciels et les ressources éducatives libres dans l'éducation. On verra de quoi il s'agit exactement et pourquoi ça peut constituer une petite révolution que l'on va observer donc au sein même du plus gros ministère français. Bonjour Alexis Kaufmann. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être l'invité de cette grande interview de Smartech. Vous êtes professeur de mathématiques, le cofondateur et premier président de Framasoft qui est aujourd'hui la plus importante communauté de promotion et de diffusion du logiciel libre et de la culture libre en France. C'est un projet qui est né d'ailleurs à l'Éducation nationale puisqu'il est né en 2001 dans un collège du 93 où vous enseignez. À l'époque, vous sentiez la nécessité de créer de nouveaux outils, des outils différents de ce qu'on vous proposait ? À l'époque, donc c'était mon premier poste, donc c'était avant, au siècle dernier. Disons que l'informatique arrivait dans les établissements. Je me souviens qu'en plus, on était dans les zones un peu défavorisées, donc on avait eu des dotations, donc on avait une salle informatique flambant neuve. Et donc, voilà, que fait-on avec cette salle informatique ? Que peut apporter l'informatique à l'enseignement ? Et avec une collègue de français, nous avons monté un projet justement qui utilisait le numérique en personnalisant en vue d'en faire bénéficier nos élèves. Et c'est là que, en installant des logiciels, en allant à l'époque, aller sur Internet, c'était lent, c'était compliqué, etc. Mais c'est là que tout d'un coup, j'ai découvert des logiciels. Et puis, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des différences entre logiciels gratuits, logiciels libres, logiciels propriétaires. Ça m'a assez fasciné. Et voilà comment ça a commencé. Alors, on va revenir sur cette idée de communauté autour du libre, parce que ça fait quand même partie intégrante aujourd'hui de la mission que vous occupez au sein de la direction du numérique pour l'éducation nationale. Le service, le poste que vous occupez, il a été créé récemment à la suite d'états généraux du numérique pour l'éducation. C'était une demande des professeurs d'avoir un socle de ressources éducatives différentes de ce qui est proposé habituellement. C'était une demande des professeurs de davantage favoriser l'utilisation des logiciels et ressources éducatives libres, puisque les états généraux du numérique, les EGN... Et pourquoi cette demande ? Une grande concertation. Alors, pourquoi cette demande ? D'abord, certains le demandent depuis très longtemps, dont moi, quand j'étais, je n'y suis plus, quand j'étais à Framasoft, parce que logiciel libre et éducation vont très bien ensemble, si vous me le permettez, dans le sens où, parce qu'on peut peut-être en profiter pour donner quelques jalons, dire un petit peu ce que c'est que le logiciel libre ou les ressources éducatives libres. Justement, parce que c'est toute la question, s'il y a une demande des professeurs, c'est qu'eux ont bien identifié quels étaient leurs besoins, mais alors qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de ressources libres ? Oui, voilà. Alors parce qu'on dit des ressources éducatives, on comprend bien, mais des ressources éducatives libres. Alors justement, logiciels et ressources éducatives libres, si vous voulez, pour les résumer, il faut voir ça comme des communs. Et pour les ressources éducatives libres, l'idée c'est que des cours, des activités, des ressources qui ont été préparées par des enseignants individuellement ou collectivement puissent resservir aux autres enseignants individuellement ou collectivement. Globalement, c'est ça, que l'information circule. Voilà. Maintenant, créer un hub, une sorte d'outil de partage de ressources. Voilà. Et pour le logiciel, les définitions, c'est vraiment l'auteur accorde à l'utilisateur 4 droits fondamentaux, qui est l'usage, l'étude, la modification, l'adaptation, l'amélioration, et la redistribution, et donc le partage. Mais Alexis Kaufmann, juste avant ça, à l'Éducation nationale, on fournissait des outils qui pouvaient être partagés par tous les enseignants. Oui. Sauf que, si vous voulez, absolument. Par exemple, on peut fournir le manuel scolaire, mais ça, c'était avant le numérique. Le numérique a changé dans la mesure où on se retrouve... On a des éditeurs aujourd'hui qui fournissent des solutions propriétaires aux enseignants, à l'Éducation nationale, et qui peuvent être utilisées très largement, absolument, sans restriction. Donc, absolument. Qu'est-ce que ça change de dire, nous, on veut autre chose, on veut des ressources sous licence libre ? Ce que ça change, si vous voulez, c'est que qu'est-ce que c'est ? Les droits d'usage, d'étude, d'adaptation et de distribution, de partage, qui sont conférés aux utilisateurs d'un logiciel. Ces verbes-là, accès, utilisation, adaptation, amélioration,
et partage, ce sont des verbes qui parlent au quotidien aux enseignants. Les enseignants, ils commencent par, quoi qu'il arrive, ils partagent. Ils partagent leurs cours à leurs élèves. C'est la transmission. Donc, on est tous dans le partage et on a tous besoin. Et puis, les enseignants, pour préparer leurs cours, ils le font pas ex nihilo. Ils se renseignent, ils regardent ce que font les autres, etc. Ils adaptent, ils modifient, ils s'inspirent. Donc, on a besoin d'avoir des ressources à disposition dont on a le droit d'utiliser. Avant Internet, vous aviez le droit d'auteur classique, entre guillemets, le copyright, c'est tout droit réservé, le all right reserved, tout droit réservé aux auteurs. Donc, si on veut utiliser, il faut à chaque utilisation demander autorisation aux auteurs, qui vont vous accorder, parfois avec moyennant finances, etc. Très bien. Sauf que dans l'éducation, qui est plutôt à but non lucratif, on ne va pas demander autorisation à chaque fois, à chaque usage, pour chaque utilisation. Donc il y avait des freins. Il y avait des freins qui étaient identifiés jusqu'ici. Ah ben oui, sur la partie ressources logicielles. Ben oui, les freins, c'est que si vous voulez, il y a une insécurité dans la mesure où vous ne savez pas, si jamais la ressource n'est pas sous une licence qui est justement ouverte et libre et qui autorise tout ça, vous ne savez pas trop quoi faire. Et par défaut, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, si vous faites rien, la ressource, elle est tout droit réservée, justement. Par contre, si jamais vous voyez en bas un petit logo, souvent c'est Creative Commons, le CC, là, à ce moment-là, l'auteur vous accorde, là, du coup, c'est plus tout droit réservé, c'est certains droits réservés. C'est pas non plus Far West et on peut en faire ce qu'on veut. C'est certains droits réservés. Il y a toujours il y a toujours la nécessité, par exemple, de créditer la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire celui qui l'a, même si celui qui l'a créé l'offre gracieusement au partage, etc. Il faut le créditer, c'est la moindre des choses. Toujours est-il que voilà, avec les licences Creative Commons apposées à une ressource, vous savez que vous avez tel ou tel droit. Le droit de ma modification, ou pas d'ailleurs, parfois c'est juste, vous avez le droit d'utiliser ma ressource, mais je ne veux surtout pas que vous y touchez, elle est gravée dans le marbre. Mais je dis ça, mais par exemple, typiquement, des sujets d'examen, les sujets d'examen, on ne va pas les retoucher parce que c'était une annale de bac, c'est comme ça qu'elle a été, donc voilà, elle est mise à disposition, mais vous pouvez ou pas avoir le droit de la modifier. Et puis, vous avez le droit ou pas d'en faire commerce. Il y en a qui jugent que c'est un frein à la... Si l'objectif, c'est la circulation du savoir, typiquement Wikipédia, si c'est ça l'objectif, à ce moment-là, même, on autorise même les autres à en faire commerce, à intégrer les articles Wikipédia dans des applications, etc. etc. Et alors, donc vous êtes arrivé à la direction du numérique pour l'éducation pour l'éducation en 2021. Quel est le premier bilan? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des lignes qui ont bougé déjà au sein du ministère et du côté du corps enseignant sur l'adoption de ces nouvelles ressources et de ces logiciels libres? Alors, il est un peu tôt pour faire un bilan. Je suis depuis septembre, depuis 6 mois. C'est aussi un peu un choc des cultures pour moi, parce que je viens du milieu associatif. Pour vous, c'est un choc des cultures, et c'est un choc des cultures aussi au sein du ministère? Il faudra leur demander. Ce que je veux souligner, c'est qu'on ne m'a pas attendu pour utiliser et faire du logiciel et des ressources libres dans l'éducation nationale. Bien sûr. Par contre... Mais on vous a attendu pour le favoriser, le mettre en avant? Pour le structurer, pour qu'il y ait une stratégie et un plan d'action dédié, voilà, au sein de l'administration. Et ça veut dire qu'il y a eu une opération, un virage qui a été pris par le ministère sur cette question? Un virage, en tout cas une écoute, puisque justement l'objectif de ces concertations, c'est de déboucher sur des propositions émanant du terrain. C'est ce qui a été fait. Il y a une quarantaine de propositions, dont une justement qui était sur favoriser le livre éducatif. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça peut faire bouger les lignes, par exemple, sur le rapport qu'entretient l'éducation avec les grands éditeurs de solutions propriétaires? On sait que les GAFAM ont énormément d'ambition aussi sur l'éducation. Est-ce que ça peut bouger les lignes, ce type d'initiative en faveur des ressources libres? Moi, je dirais surtout que ça peut rendre service aux enseignants et à leurs élèves. Parce que si jamais... donc, ce que je vous disais, il y a beaucoup de création et de partage, mais c'est très foisonnant, mais parfois c'est un peu illisible. Et puis, la ressource, elle apparaît à un endroit, et puis elle n'est pas forcément pérenne. Nous, on est, comment dire, il y a l'administration centrale, mais aussi il y a tous les territoires, il y a la décentralisation académique, etc. Donc, voilà, déjà, il y a cette notion de où les trouver, ces ressources éducatives. Elles existent, où les trouver, donc
peut-être mieux cartographier, rendre plus lisible. Oui, parce que ça peut être aussi une initiative personnelle d'un enseignant et qui pourrait servir à beaucoup d'autres, mais qui n'est pas repérée, pas identifiée, pas connue. Oui, voilà, moi, quand j'étais à Framasoft, c'est un acronyme pour français, mathématiques et soft, c'est les logiciels. Et c'est parce que ce projet à Bobigny que vous aviez évoqué, je l'ai monté avec une collègue de français qui a ensuite créé une association qui s'appelle Weblet. Weblet, principalement, le service principal qu'il offre, c'est sur un site un dépôt et un partage d'activités pédagogiques, de séquences pédagogiques pour les enseignants de lettres, de français. Et moi, j'ai 20 ans de carrière, et combien de fois j'ai entendu les collègues de l'aide dire « Mais quand j'ai commencé mon métier, mais vraiment, quelle mine d'or ça a été, et quelle providence pour moi de trouver Weblet qui m'a offert des séquences clés en main, que j'ai pu utiliser clés en main, que j'ai pu adapter, parce que si j'avais dû tout refaire tout seul dans mon coin, j'aurais passé un temps fou en préparation de cours, et ce temps fou en préparation, ou en évaluation, on peut aussi partager les devoirs, les contours. Tout ce temps gagné, ça a été consacré aux élèves, à l'individuation, voilà, à les accompagner dans le parcours, etc. Voilà. Donc, c'est plutôt que l'opposition avec les grands groupes, etc. Je vois surtout que ça répond à un besoin, un service pour les enseignants. Et tout ce monde-là peut cohabiter. Hein. Je sais pas, le libre, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'éducation. Mais ce qui est certain, c'est que il y avait besoin de structurer cette offre, en fait. C'est ça que vous dites. Pas forcément cette offre, mais de structurer cette créativité, ce partage. Et puis, il faut aussi voir que, donc moi je vois passer du partage tous les jours sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a des enseignants sur des groupes Facebook, sur Twitter, sur leur Google Drive, etc. C'est très bien, sauf que d'abord, justement, c'est sur Facebook, Google, etc. Donc ça peut poser certains problèmes. Et ensuite, on les voit passer. Et puis 3 jours après, on sait ah oui, il y avait ça, c'était très simple. Et puis c'est perdu, quoi. Voilà. Et puis alors, le format n'est pas forcément un format qui va être adapté à la modification. On va vous dire, voilà, oui, bien sûr, vous pouvez le partager, mais on vous donne le PDF. Le PDF, c'est un format d'impression qui c'est pas le format source qui permet le texte qui va permettre de véritablement adapter, remixer, etc. Donc il y a tout ça qu'on peut améliorer. Toujours est-il qu'il y a des professeurs qui partagent. Ensuite, il y a une autre problématique, c'est que ces professeurs qui partagent, est-ce que l'institution incite les professeurs à partager ? C'est une vraie question, parce qu'un professeur, comment dire, pour lui, avant tout, son travail, c'est son emploi du temps, ses heures devant ses élèves. Voilà. Et il n'y a pas forcément cette culture d'abord de travailler ensemble, et puis de mettre à disposition pour les autres. Voilà, il y a tout ça un petit peu à favoriser à plus large échelle. Et alors, c'est ce que vous allez prêcher, la bonne parole, là, à Lyon, parce que vous partez à Lyon pour la journée du libre éducatif qui est organisée à l'ENS de Lyon. C'est l'idée, c'est de mobiliser les professeurs autour de ces notions de partage, de nouveaux outils numériques. Alors, vous me demandiez... Évangéliser. Alors oui, prêcher, évangéliser, c'est, comment dire, ce sont vos éléments de langage. Moi, je préfère vraiment dire que on est au service, si vous voulez. Alors, vous me demandiez un bilan. C'est vrai que cette première journée du libre éducatif à l'ENS de Lyon, c'est quand même un premier jalon, c'est une première réalisation concrète. Alors, je ne suis absolument pas tout seul, c'est co-organisé, c'est à l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est co-organisé entre ce qu'on appelle la DAN de Lyon, la délégation académique numérique éducatif à Lyon, et nous à la DNE. Mais l'idée, c'est que sur une journée, on fait un événement en même temps pour acculturer sur cette question, parce qu'il ne faut pas croire, vous avez vu, moi je ne suis pas juriste, mais il y a des questions assez fines sur la propriété intellectuelle, etc. On ne comprend pas toujours libre, gratuit. Moi, vous ne m'avez pas embêté avec libre, gratuit, mais souvent c'est le cas. Non, parce qu'on connaît un peu le sujet dans Smartech, mais oui. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est assez fin, et en plus, je vous dis, c'est un geste volontaire de rendre une ressource éducative, une ressource libre, de mettre une licence. Donc tout ça, ça se sensibilise à l'initiation et à de la formation. Donc, il y a des professeurs, des formateurs, des référents numériques du bassin lyonnais qui vont venir justement parce qu'ils s'intéressent de près ou de loin sur ces questions, ils vont affiner leur connaissance.
Et puis, et ça a été une de mes missions, c'est on fait venir aussi des autres académies des porteurs de projets libres, notamment des enseignants qui individuellement, mais collectivement, parfois en association, qui font des choses extraordinaires dans les territoires. Nous sommes 800 000 enseignants dans l'éducation. Il y a des talents absolument incroyables. Alors, je ne dis pas qu'ils ont toujours été isolés, etc., mais toujours est-il qu'ils mériteraient d'être davantage soutenus, accompagnés, repérés, valorisés. Ce qui me fait dire que l'idée, c'est peut-être de créer une sorte de Framasoft pour l'éducation. Non, mais en tout cas, je le dirais pas comme ça, mais en tout cas se rapprocher, que les deux mondes puissent se rapprocher. Oui, en tout cas, quand j'étais à Framasoft, c'est vrai que j'ai été reçu au ministère de l'Éducation en tant que président de Framasoft, et on disait c'est très intéressant, mais je caricature, hein, mais on vous écrira, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et on nous a jamais écrit véritablement. Mais c'est vrai que les mentalités ont évolué. Oui, parce qu'on a fini par vous recruter. Voilà. Et avec le libre qui est effectivement dans mon long titre que vous avez évoqué en début d'émission, mais qui est quelque part déjà quelque chose, voilà, une avancée. En tout cas, c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'aller dans ce grand ministère. Alors vous allez dire que c'est une obsession, mais je vais vous relancer encore sur les géants du numérique. Aujourd'hui, comment vous voyez leur influence et est-ce qu'on a des alternatives ? Alors justement, à cette journée aujourd'hui, à Lyon, nous allons présenter certains projets à base d'alternatives, à base de briques open source ou notamment notre outil de visioconférence. Ce n'est pas Zoom pour ne pas le citer, ou Microsoft Teams, oui. voilà. C'est une instance d'un logiciel libre qui s'appelle Big Blue Button, que non seulement on l'utilise, mais en plus, après étude des besoins, etc., retour d'expérience, retour utilisateur, on a identifié certaines fonctionnalités qu'on souhaiterait soit améliorer, soit carrément créer, et on va les financer. C'est-à-dire que non seulement... Et ça c'est très intéressant, et c'est pour ça que je suis ravi d'être au ministère à ce moment-là, c'est qu'on a un État qui incite à utiliser du logiciel libre, mais qui est également contributeur. On a un ministère qui est contributeur. Qui finance. Et voilà, qui finance des fonctionnalités, du développement, et qui nous sert à nous, parce que ça correspond à des besoins. Mais une fois que c'est reversé dans le code, comme c'est open source, ça va servir à toute la communauté du logiciel, donc au monde entier. C'est une belle idée. Vous êtes d'accord pour qu'on termine ce grand entretien par des questions un peu plus personnelles ? C'est l'interview express. Si vous le voulez. Je vais vous interroger, Alexis Kaufmann, déjà, sur vos rêves. Oula! Et en plus, vous ne m'avez pas prévenu. Mes rêves professionnels ou personnels? Comme vous voulez. On va rester sur les rêves professionnels. Moi, je suis venu pour ça. Écoutez, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien que... alors, d'abord modeste, parce que si on qu'il s'agit de rêver grand, mais c'est vrai que aujourd'hui, par rapport aux GAFAM, on souhaite véritablement s'en affranchir, être souverain, responsable, éthique, mais on a pris du retard et qu'on n'a pas à offrir demain quelque chose d'aussi efficace, intégré que la Microsoft, oui c'est ça, ou Google Workspace Education. Voilà. Moi j'aimerais bien. Alors, il ne s'agit pas non plus de les copier, parce qu'il faut aussi trouver notre propre chemin d'innovation et qui nous soit... Parce que ce qui est aussi particulier avec les Google et Microsoft, c'est qu'ils proposent la suite pour l'école qui est quasiment la même que celle qu'ils proposent pour les entreprises, à quelques petites nuances près. Donc, il y a une espèce de continuum éducation-entreprise qui est... Bon, on a peu de temps. Mais en tout cas, voilà, proposer quelque chose, être capable d'avoir des alternatives. Pour l'instant, on essaie de les construire, on y va, hein, ça prend du temps, parce qu'en fait, on a pris un peu de retard, peut-être beaucoup de retard même. Et voilà, donc, être capable, et alors évidemment, c'est pas à l'échelle du petit, entre guillemets, ministère de l'Éducation nationale français. C'est vraiment à l'échelle de tous les ministères et à l'échelle européenne, très clairement. Quelle sera, selon vous, la prochaine révolution dans l'éducation ?
il est possible que le bâti, c'est-à-dire les espaces suite à la crise sanitaire, voilà. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on est encore, ça reste la même structure qu'avant l'Internet, hein, c'est-à-dire vraiment, vous faites 1 heure, une classe, une discipline, toujours, c'est les mêmes élèves. Voilà. Peut-être qu'avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'on peut obtenir quelque chose de beaucoup plus souple, ne pas forcément faire 8 heures par jour pour les pauvres élèves comme ça, et à écouter. Il faut voir, on parle beaucoup des problèmes d'attention. Il faut voir maintenant, parfois c'est 8 heures par jour, avec des professeurs qui succèdent, des connaissances, assis à une table à écouter. Donc voilà, peut-être plus de souplesse pour plus d'efficacité. Et aussi, pas forcément, il n'y a pas que le critère d'efficacité, aussi une meilleure sociabilité aussi au sein de l'établissement. Merci beaucoup Alexis Kaufmann. Je rappelle donc vous êtes chef de projet logiciel ressources éducatives libres et mixité également. On aurait pu faire toute une émission sur le sujet ensemble. Mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique à l'éducation nationale. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est l'actu du spatial avec Smart Space. Et puis nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellent week-end en attendant.